Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Votre Canal 4 a le plaisir de vous présenter aujourd'hui plusieurs sujets intéressants. D'abord, la pastorale. Ensuite viendront à tour de rôle les affaires municipales, le club Jeunes du Monde, quelques compétitions de judo et pour terminer, la pianiste Carmen Dion interprétera quelques pièces de son répertoire. Mais avant de vous présenter ce programme, j'aimerais rappeler à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir nous retourner le questionnaire que nous vous avons envoyé la semaine dernière. Déjà 80 personnes ont retourné leur questionnaire. Les autres pourront les déposer à leur caisse populaire ou encore au bureau du principal de l'école secondaire de Normandin ou tout simplement la poster. L'adresse est simple. Télévision communautaire, caisse postale 340 Normandin. Depuis le début des émissions sur le chemin, nous avons tenté de situer l'activité pastorale dans notre milieu. S'il est vrai, avons-nous dit, que la pastorale est le soin que le peuple de Dieu prend de sa vie collective et de la vie de ses membres, il est important de bien connaître ce milieu, de connaître le contexte humain dans lequel s'inscrit cette activité. Au cours de la dernière émission, il y a 15 jours, si vous vous rappelez, nous avions, en quelque sorte, lancé un débat. À partir de quelques séquences tirées de l'émission Format 60, où semblaient se refléter les principales préoccupations du secteur, nous nous étions demandé si ces inquiétudes étaient bien les nôtres, ou bien si elles n'étaient pas le fruit d'une imagination quelconque. Et nous avions posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait peur quand on parle secteur? Est-il vrai que le milieu se vide? Que doit-on entendre par regroupement? Comment pense-t-on pouvoir
assurer la survie économique de notre milieu? Et enfin, comment se situe la pastorale par rapport à cette réalité qu'on appelle secteur? Eh bien, pour essayer de situer le débat dans sa vraie perspective, parce que nous ne prétendons pas l'épuiser, nous avons réuni quelques personnes qui ont accepté de donner leur point de vue sur ces questions. Nous avons ici, aujourd'hui, Roch Roy et Léon Girard de Normandin, François Godreau de Saint-Edmond, de même que l'abbé Grégoire Bouchard. Alors, je vous pose tout de suite la première question qu'on s'était posée tantôt. L'expression secteur, est-ce que c'est une invention récente ou bien encore est-ce que c'est une réalité qui existait depuis longtemps, d'après vous autres, là, quand on parle de secteur? Ben, disons que dans le dictionnaire, on peut dire que ça existe déjà depuis un bout de temps. Oui. Mais pour ce qui nous concerne, les paroisses ici, on peut dire que ça existe seulement depuis que le regroupement des commissions scolaires s'est fait. Parce qu'en fin de compte, le mot secteur, on en entendait bien parler, mais pas une agglomération comme on a à l'heure actuelle. Je dois dire que c'est le regroupement des commissions scolaires qui nous fait que ce mot-là, on le voit plus souvent. Maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose qui fait peur un peu quand on parle de secteur? Là, tu sais, il semble qu'on a une certaine crainte. Je crois que lorsqu'il est question de secteur, la vraie question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'au point de vue municipal, faisons pas le tour de la question pour rien, c'est là vraiment la préoccupation, est-ce qu'au point de vue municipal, on connaîtra les mêmes effets qu'au point de vue scolaire? Par exemple, par là, est-ce qu'on vivra avec un gouvernement municipal où le centre serait normandin? C'est peut-être la principale préoccupation. Ça. Disons que dans le secteur, actuellement, il existe déjà depuis plusieurs années des associations au niveau du secteur. Pour en nommer quelques-unes, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, le SOF, Service de régulation des naissances, Service de préparation au Montréal, et beaucoup d'autres services comme ça. Mon interprétation du secteur, qu'est-ce que je vois? C'est des paroisses avec les mêmes affinités, vivant un peu de la même économie, soit l'agriculture et la forêt, ce qui nous intéresse ici, qui ferait un échange de services. Est-ce que c'est un peu votre opinion, vous autres? Oui. Ben, à ce moment-là, il faudrait enlever le mot regroupement, parce qu'à fin de compte, un échange de services, si vous regroupez, vous enlevez tout ce qui existait auparavant pour en faire une seule, exactement comme la commission scolaire est à l'heure actuelle. Donc, pour avoir un échange de services, il ne faut pas un regroupement, il faut se trouver différencier l'un de l'autre. C'est un peu ça qui fait peur à nos municipalités, c'est que le nom disparaît ni plus ni moins en parlant regroupement. Puis c'est ça qu'ils ne voudraient pas qui arriverait. Il faudrait que chaque paroisse garderait son nom, garderait son indépendance, mais s'aider dans des mouvements pour l'avancement de l'économie, disons. Maintenant, je me pose un peu une question à ce sujet-là. Si c'est bien beau se dire que chaque paroisse, chaque groupe garde son identité, mais une opinion qui a été mise autrefois à Format 60, quand on a dit que le milieu se vidait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? C'est vrai que le milieu se vide. Si, par exemple, tel groupe ou telle paroisse ou telle municipalité, ben ça diminue au point qu'on dit, ben c'est pas viable d'ici quelques temps. Ben, moi, personnellement, disons pour Normandin, je suis pas prêt à dire que notre milieu se vide, sur un certain sens. Il y a quelques familles qui ont laissé les rangs, mais d'un autre côté, là, il y a une augmentation de familles dans le village ou dans la péripétie du village, si vous voulez. Il existe un fait, c'est que le nombre d'enfants diminue depuis, disons, 10 ans, d'après les statistiques. Les statistiques qu'on voit dans les hôpitaux, le nombre d'enfants a diminué dans chaque famille. D'un autre côté, il y a la moyenne d'âge des familles qui restent dans Normandin, disons, moi je prends l'exemple de Normandin, a peut-être augmenté par rapport qu'on a eu des jeunes ménages qui ont parti. Ça, c'est une possibilité qu'il peut y avoir. Mais de dire
À comparer à 10 ans, on a peut-être une diminution de 300 ou 400 rôles. Si il existait quelque chose qui pourrait peut-être arriver pour conserver ces familles-là qui partent, mais c'est certain que ça nous aiderait. Mais de là à dire qu'on a eu une grosse diminution, je ne suis pas prêt à dire ça. Pour Normandin, je suis d'accord en partie, mais prenons le secteur Saint-Edmond, si on sépare les paroisses. À Saint-Edmond, on peut dire que ça se vide, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune industrie à Saint-Edmond. Il n'y a absolument rien. À Gérardville, vous avez des moulins du bois de siège, ensuite les gars vont travailler dans les chantiers. Saint-Thomas, le même genre. Ici, il y a encore d'autres industries. Nous, à Saint-Edmond, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui arrête ses études, si vous voulez, qui veut prendre le marché du travail, il doit s'exiler à ce moment-là. Le secteur, moi, de ce côté-là, je peux dire qu'il se vide à Saint-Edmond. Je pense que c'est un fait qu'on ne peut pas nier que le secteur a diminué de population. Comme disait Roch tout à l'heure, eh bien, peut-être que le nombre de familles, cependant, n'a pas tellement diminué. Même, j'ai connu une année où, ici à Normandin, la population avait diminué de 40 personnes et nous avions une augmentation de 20 familles. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a le phénomène des familles moins nombreuses. Par contre, on ne peut pas nier que le nombre, la population diminuant, ça pose des difficultés, qu'on le veuille ou non. Et on ne peut pas nier non plus que l'ouverture économique n'a pas grandi en tous les cas. Nous avions beaucoup de forestiers dans ce coin-ci, beaucoup de bûcherons. Actuellement, le nombre est diminué beaucoup. Les moulins ont peut-être augmenté leur personnel, mais tout de même, je pense qu'au point de vue, encore là, ils n'ont pas tout assumé la population. Par contre, je me demande si on connaîtra cette situation-là indéfiniment. Est-ce qu'actuellement, on regarde au point de vue économique, il y a un problème assez général. Est-ce que dans 10 ans, le milieu aura continué à diminuer au même rythme? Ou est-ce que nous ne pouvons pas penser que dans 10 ans, peut-être que le milieu aura pris un autre tournant? Et si nous n'avons misé que sur le fait, le milieu se vide, alors abandonnons, lâchons tout, bien, dans 10 ans, quand la population, si la population commence à réaugmenter, bien, on sera pris au dépourvu à ce moment-là. Je pense qu'il y a là-dedans, il y a deux côtés de la médaille là-dedans. Il faut prévoir cette éventualité-là que dans 10 ans, peut-être que le milieu augmentera. Et d'ailleurs, ce sera peut-être une source, un élément dans le cas de dynamisme pour pas qu'il se vide. Si actuellement on se préoccupe à voir à ce qu'il ne se vide pas. Mais si on fait un retour dans le passé, si le secteur semblait se vider, je pense que ça s'explique assez facilement. On n'est pas tellement âgé, puis on a vécu l'ère du développement de Chibougamau-Chapelle. On a vécu tous les barrages qui sont construits autour, où ça engageait, où ça pouvait absorber une grosse clientèle de l'emploi disponible ici dans la région. On était touché par ça. Même de ça, à un moment donné, il y a eu l'évasion vers les grands centres où ils étaient capables d'y recevoir. Mais aujourd'hui, je pense que le malaise économique qu'on semble connaître dans notre région, les grandes régions le connaissent aussi, puis ils ont leurs problèmes avec l'emploi. Je pense que ça va se stabiliser, puis que le secteur va rester du moins au point où il est actuellement. Mais à ce moment-là, il faudrait absolument s'unir pour au moins, pour commencer à essayer de garder nos industries, nos petites industries qu'on a déjà, si possible les faire grossir, puis essayer de découvrir un moyen pour en partir d'autres pour garder notre jeune population. Justement, il n'y a pas de solution magique, je pense bien, mais il s'agit de, si on a des gestes concrets, bien, de ne pas gêner puis déposer. D'ailleurs, tout à l'heure, on posait la question secteur, là, et puis je pense que c'est assez important, cette question secteur-là, quoi qu'on en pense. Quand moi j'ai travaillé depuis 6 ans et demi que je suis à Normandin, j'ai travaillé au niveau des 6 paroisses du secteur avec des jeunes travailleurs.
avec les filles d'Isabelle, le chevalier de Colomb, service de mariage, service d'orientation des foyers, service d'orientation des naissances, enfin, actuellement je suis à l'école encore au niveau des 6 paroisses. Et on retrouve que les gens du coin ici, là, ont vraiment les mêmes préoccupations. Et ils ont vraiment la même, je dirais, manière de penser. Et moi, le plus évident que j'ai trouvé là-dedans, c'est quand j'ai travaillé avec justement la JRC, les jeunes travailleurs, où les jeunes travailleurs de plusieurs paroisses se trouvent ensemble. Il n'y avait vraiment pas de barrière. C'est tous des gens qui avaient les mêmes manières de penser. Et là, je me dis, déjà au départ, on a une facilité, nous autres, là, de communication. On voit quelque chose au départ, puis ça, c'est peut-être des éléments qui nous aident justement à stimuler le dynamisme du milieu. Si déjà on se retrouve tous des gens semblables, ben, on peut bâtir ensemble quelque chose. Je pense que c'est cette réalité secteur-là que... Maintenant, concernant justement cette réalité secteur, est-ce que du côté de la pastorale, est-ce qu'on n'a pas entrepris quelque chose déjà pour faire ressortir ces valeurs là, d'échange de services et de travail en secteur? Bon, justement, au point de vue pastoral, ben pour ma part, moi, j'ai travaillé plus au niveau secteur depuis que je suis à Normandie, depuis 6 ans et demi, que j'ai travaillé au point de vue paroissial, en fait. Parce que j'ai toujours eu plus de mouvement au point de vue secteur qu'au point de vue paroissial. Alors, je trouve tout normal qu'on travaille au niveau secteur. Et de fait, c'est pourquoi, au niveau secteur, en pastoral, on a pensé, je dirais, promouvoir un mouvement d'échange de services en pastoral. De sorte que chacune des paroisses du coin apporte à l'autre des services. Si éventuellement, par exemple, pour être concret, disons qu'on prend un exemple d'une paroisse. Saint-Edmond, François disait tout à l'heure que Saint-Edmond, ça a diminué, ça se vide, et que si un bon jour, Saint-Edmond en vient à avoir 400 ou 500 de population, que l'évêque dise à ce moment-là, eh bien, comme il l'a fait dans d'autres milieux, d'autres paroisses, par exemple, ah bien, Saint-Edmond, ils ne sont pas suffisamment nombreux maintenant, on va en faire une desserte de Normandins. Eh bien, nous autres, on veut éviter ça. Éviter qu'une situation comme ça se produise, en travaillant en secteur. À ce moment-là, on dit, bien, le curé, il prendra des tâches sur le plan secteur, il demeurera à Saint-Edmond, et la paroisse gardera son visage, gardera sa personnalité, je dirais, morale. Et à ce moment-là, on veut éviter dans le secteur, c'est en pastoral, je ne sais pas pourquoi on a voulu promouvoir davantage le plan secteur, éviter que le milieu, justement, perde ses services propres, son visage propre, et qu'il soit assimilé par un autre, assumé par un autre. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, d'accord. Du point de vue économique, il faudrait que ça se fasse comme ça aussi. Il faudrait que ça se fasse comme ça. Un échange de services, que chaque paroisse garde son nom, mais s'ils peuvent, d'abord, c'est l'union qui fait la force. Mais penses-tu qu'en pastoral, ça nuit? Ça fait 2 ans actuellement qu'on travaille sur ce plan-là en pastoral. Penses-tu que ça peut nuire sur le plan pastoral que de travailler sur un plan secteur? Je ne sais pas, tu étais venu au conseil pastoral. Alors, Léon qui en fait Léon aussi. Pensez-vous que ça peut nuire au plan pastoral que d'avoir travaillé en secteur, ou si ça peut aider? Ah, c'est le contraire. Ça peut aider. C'est là, pour moi, qui est la première condition. C'est l'idéal, ça, au point de vue secteur, pour que chacun apporte ce que c'est qu'il peut donner, puis d'un autre côté, donner ce que c'est qu'il peut donner aussi. Moi, je croirais que... Pas détruire l'autre en se levant. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée de Roch, et je pense que la meilleure idée à sortir de tout ça, ce serait de se rappeler la phrase de John Kennedy, qui disait de ne pas se demander qu'est-ce que le pays pouvait faire pour chaque membre du peuple américain, mais bien qu'est-ce que chaque membre pouvait donner à son pays. Alors, on devrait dire la même chose ici, qu'est-ce que chaque paroisse peut apporter au secteur, plutôt que de dire qu'est-ce que le secteur peut apporter à ma paroisse. Bon, si vous voulez, on va essayer de résumer un petit peu, là, parce que le temps passe. Comme je disais tantôt, il ne faut pas prétendre d'épuiser le débat, parce que, comme ça, on fait part un peu des préoccupations, des inquiétudes, des espoirs aussi du milieu. Alors, j'ai retenu, moi, principalement, quand on a parlé d'abord que dans notre coin ici, on avait les mêmes préoccupations. Quelqu'un qui travaille au niveau secteur depuis 2 ans l'a constaté.
Ensuite, on a parlé d'échange de services, un point que je trouve très important, ça. Un échange de services au lieu de parler de regroupement ou de perte d'identité. Alors, chacun, à ce moment-là, pourra garder son identité propre. Chaque communauté, chaque groupe pourra garder son identité propre avec ses dynamismes, parce que chaque groupe a un dynamisme particulier. Alors, ce sont les principaux points qui sont ressortis de cet échange, je pense. Nous allons terminer là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on aura encore beaucoup de choses à dire, probablement. Hein? Oui. Bon. Mais en tout cas, disons que le débat reste ouvert. Et surtout, vous autres, chers auditeurs qui nous écoutez, là, vous pourrez peut-être continuer à en discuter, à en parler et essayer de faire ressortir les vrais points qui doivent nous préoccuper dans une question comme celle-là. Et sur ce, je vous dis bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Nous en sommes cette semaine à notre 5e émission sur les affaires municipales. Comme nous avons voulu susciter l'intérêt de tout le monde, nous avons bien voulu rencontrer les gens de la population de Normandin pour connaître leur opinion et les idées sur les affaires municipales. À toi, Muriel. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Anthony Luthier. Est-ce que vous êtes du village ou de la paroisse? Du village. Est-ce que vous êtes au courant des affaires municipales? Pas grand-chose dans ça. Je suis pas de job, ça. Est-ce que vous assistez aux assemblées? Non, pas souvent. Vous n'allez jamais aux assemblées? Oh, ben, oh, j'y vais. Ça vous intéresse pas? Non. Merci. Et vous, monsieur, quel est votre nom? Moi, Thomas Duchesne. Est-ce que vous assistez aux assemblées? Jamais. Ça vous intéresse pas non plus? Non. Merci. Et vous, monsieur, quel est votre nom? Eugène Nadeau. Est-ce que vous êtes au courant des affaires municipales? Pas beaucoup. Vous n'assistez pas aux assemblées? Non. Mais d'après ce que vous entendez dire, est-ce que vous êtes satisfait du travail de votre maire? Ouais, ouais. Vous êtes satisfait du travail qu'il peut fournir? Ouais. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous êtes du village? Normandin, Du village. nom de la paroisse. De la paroisse. Ouais. Est-ce que vous pensez que la paroisse pourrait avoir d'autres améliorations, des choses pressantes? Oui. Quelle chose? Oh, toutes sortes de choses. Le pont à Saint-Félicien, là, sur la rivière. Mais ça est-ce que ça fait partie des... Ça fait partie de Normandin. Puis, est-ce que vous verriez d'autres choses? Bon, pour le moment, non. Pas d'autres choses. Il est question de fusionner la municipalité, le village et la paroisse. Est-ce que vous seriez pour? Non. Pourquoi? Oh, ben, je ne peux pas donner la raison. J'ai entendu parler un peu de fusion, mais mon point de vue et moi-même, je ne suis pas intéressé pour ça. Vous ne seriez pas intéressé? Est-ce que ça vous désavantagerait personnellement? Oh, ben là, je crois que c'est la connaissance de cause pour répondre dessus. Vous êtes propriétaire? Ouais. Êtes-vous satisfait de l'évaluation? Oui, pas pire. Vous êtes satisfait sur tous les points de vue du conseil, de la manière dont vous êtes administré? Oh, ben ça, c'est embêtant à jaser dessus. On va s'instruire pour donner des explications. Mais pensez-vous que, supposition que vous assisteriez plus souvent aux assemblées, est-ce que ça vous aiderait à vous tenir plus au courant? Oh non, moi, mes assemblées, c'est les 4 comme moi je vois. Ouais. C'est mon beaucoup. fort, ça. Merci beaucoup, M. Nadeau. Quel est votre nom, monsieur? Oui. Oui, votre nom? Va avoir un autre, putain. Vous voulez pas?
Bonjour, monsieur. Monsieur Dallaire, rue des Dallaires, Est-ce que vous êtes de la paroisse ou du village? du village. Est-ce que vous êtes satisfait de l'administration dont le maire les conseillers, dont il administre le budget, vos affaires? Oui, je suis satisfait dans le moment. Seulement qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire. J'espère qu'ils vont en faire. Comme quoi, par exemple? Comme surtout dans les amusements, les sports, pas ça, dans tout ça. Puis aussi dans d'autres choses aussi. Dans l'administration de l'amélioration du village. Puis l'amélioration des rues. Puis un peu d'autres sortes de choses. Mais dans les amusements, vous avez le parc municipal, la chute à l'eau, l'été, l'hiver. Oui, mais ça, c'est pas de la paroisse, c'est pas du village. Mais vous pouvez aussi profiter de ces avantages. Ça, c'est correct. Mais vous voulez dire des amusements qui profiteraient le village même? Le village, avec la paroisse aussi, parce que ça prend, plus on est nombreux, mieux ça va. Bon, à ce moment-là, il est question, depuis plusieurs années, de fusionner la paroisse et le village. Seriez-vous pour? Oui. Seriez pour? En faveur de la fusion. Y verriez-vous beaucoup d'avantages? Il y a des désavantages, mais il y aurait des avantages aussi. Quels désavantages? Oh, ça, là, bon, là, pour le moment, là, je suis pas en mesure de le... Je suis pas assez renseigné pour vous dire, mais seulement qu'il y a des avantages, il y a des désavantages aussi. Vous, personnellement, ça vous avantagerait? Peut-être. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Samuel Gérard. Est-ce que vous êtes de la paroisse ou du village? Du village. Est-ce que vous êtes satisfait du conseil, du maire, des conseillers, le travail qu'ils procurent? Je suis satisfait très bien du travail des conseillers et de ses maires, c'est-à-dire du maire et de ses conseillers. Est-ce que vous assistez souvent aux réunions de chaque premier lundi du mois? Malheureusement, non. J'aimerais de participer davantage, mais depuis un certain bout de temps, j'ai pas pu. Vous n'avez pas pu. Il est question depuis plusieurs années de fusionner la paroisse et le village. Seriez-vous pour? Je serais pour la fusion, oui. Pour la fusion. Vous verriez beaucoup d'avantages? Oui. Possiblement davantage. Premièrement, l'administration. Ça simplifierait le coût. Oui. Et puis, franchement, je verrais qu'il y aurait beaucoup pour la paroisse aussi, pour la banlieue. Il y aurait beaucoup plus de protection incendie ensuite. Puis, pensez-vous que le fait que ça s'appellerait ville, ça donnerait plus de prestige auprès du gouvernement? Assurément que ça donnerait plus de chance. Les octrois, ça donnerait plus de chance? Oui. Ensuite de ça, pour les emprunts aussi, ça faciliterait. Ce serait un avantage marqué pour certains pour le progrès de Normandin. Êtes-vous propriétaire? Oui, je suis propriétaire. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évaluation de votre propriété? Très satisfait. Je vous remercie beaucoup, M. Girard. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Quel est votre nom? Je m'appelle André Hervé. Le rouge qui dit tout, ouais. Est-ce que vous êtes du village ou de la paroisse? Je suis du village. Est-ce que vous êtes satisfait du maire et des conseillers, de la manière qui... Pas yon. Pourquoi? Ah, ben l'autre jour, ils ont passé une affaire que ça ne devait pas passer, puis... Hein, ils ont tout donné l'argent encore au foyer, puis c'est pas de bonne humeur. Au foyer? Normandin, le théâtre. Le théâtre? Ben oui, ils ont encore donné ça, là. Qu'est-ce que vous entendez par donner tout l'argent? Le show, là. Les taxes, puis après la taxe d'amusement, là, tout ça, là. Vous croyez que ça n'en vaut pas la peine? Hein? Ben non. Ils sont capables de se faire vivre, les autres. C'est moi qui aurais ça, on me ferait vivre. Si votre municipalité n'avait pas d'octroi puis d'aide, est-ce que vous croyez qu'elle serait capable de se faire vivre? Hein? Oh, ça, bien sûr, bien sûr. Vous pensez? Ben, voyons donc. Merci beaucoup. Ça. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Quel est votre nom? Émile Girard Normandin. Êtes-vous de la paroisse? Du village. Du village. Je demeure dans l'autre bout du village. Est-ce que vous êtes satisfait du maire, des conseillers, de la manière dont vous êtes administré? Je suis satisfait, sauf que je trouve qu'il force trop pour le centre du village, pour les bouts du village. Les bouts du village, qu'est-ce que vous entendez? Du côté de la ferme expérimentale. C'est quoi ça? C'est la ferme expérimentale. Oui, mais ils en procurent trop, ils donnent trop de choses là? Ils sont trop pour le centre, parce qu'ils donnent chaque bout, surtout pour l'illumination des fêtes, puis ainsi de suite. Ils ont plus soin du centre qu'ils ont soin de chaque bout. Est-ce que vous assistez aux assemblées? Oui, mademoiselle. Tous les mois?
tous les mois réglés. Il est question depuis plusieurs années de fusionner la paroisse et le village. Seriez-vous pour ou contre? Je serais pour. Vous seriez pour? Oui, Est-ce que mademoiselle. vous auriez des avantages personnels? Non, parce que ça sauverait de l'argent probablement à la municipalité. Au lieu de payer 2 maires, puis de dire que 12 échevins, on en paierait seulement 6, puis seulement un maire. Ça fait que je croirais que ce serait avantageux. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages? À mon idée, non, il n'y aurait pas d'autres avantages. Seulement que ça. Est-ce que vous croyez-vous que ça pourrait donner du prestige, le fait que ce soit ville, pour les octrois? À mon idée, oui, pour les octrois, ça serait mieux. Ça en donnerait plus. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Paul-André. Paul-André. Pellicelli. Êtes-vous du village ou de la paroisse? Du village. Est-ce que vous êtes satisfait du conseil de la paroisse, du village, l'administration du maire, des conseillers? Oui. Vous êtes satisfait? Oui. Est-ce que vous assistez aux assemblées? De temps en temps. Pas souvent? Pas trop souvent. Est-ce que vous aimeriez y assister plus souvent pour être plus au courant? J'ai déjà assisté en masse aux assemblées. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'ai pas le temps ce soir. Vous n'avez pas le temps? Non. Vous avez beaucoup d'occupations? Moi, je suis concierge à l'école des Mailloux, là. Les Mailloux frères. Ah, puis c'est le travail, vous faites ça par les soirs. Ah bon. Il est question depuis plusieurs années de la fusion de la paroisse et du village de Normandin. Est-ce que vous seriez pour ou contre? Je suis pour. Vous êtes pour la fusion? Oui. Quel avantage vous pensez que ça vous apporterait? C'est l'avantage. Ça serait bien mieux avoir un camp maire et les 6 conseillers. Puis après de ça, on en paierait moins cher. Vous croyez que c'est les seuls avantages que ça pourrait apporter? Ouais. Le fait que c'est une ville au lieu d'un village, vous ne croyez pas que ça donnerait plus de prestige auprès du gouvernement? Oui. On les ferait lutter de bonus, ça serait plaisant. Ça pourrait apporter beaucoup plus de choses? Oh oui, beaucoup. Ça pourrait améliorer aussi? Oui, ça améliorera le village, la paroisse et tout. Bon, je vous remercie beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Jean-Marie Hervé, mademoiselle. Est-ce que vous êtes de la paroisse ou du village? Village. Est-ce que vous assistez aux assemblées du conseil? Oui, mademoiselle. Est-ce que vous êtes satisfait du conseil? Bien satisfait, je suis satisfait, je suis administrateur. Ah, vous êtes conseiller? Je ne peux pas cliquer sur ça. Est-ce que vous verriez en tant que conseiller d'autres améliorations? Ben, quand je les vois, ils mettent de fond. Tiens-moi jouer. Par exemple? Qui le cadre de trait? Ça bouge. Par exemple, dans les améliorations que vous suggérez au conseil? Ben oui, ben, ils veulent pas quoi faire. Quelle amélioration? Carreau. Pardon? Toutes sortes d'améliorations, voyons. Vous n'avez pas une en particulier à suggérer? Ben, je l'ai suggéré l'autre jour, puis avec tout ça, je fais la dame de pique. Je m'excuse, monsieur. Ah, c'est pas moi chaud. Parce qu'il y en a dans celui-là, une escousse, là. Oui, ça rend bien de me faire kicker après. Seulement qu'une seule question encore. Est-ce que vous seriez pour la fusion ou contre la fusion du village et de la paroisse? Oui, je suis contre ça, moi, parce que ça nous coûte moins cher de taxes. Ça coûte moins cher comme ça? Vous croyez pas que ça pourrait apporter des avantages? Oui, il y aurait des avantages, ça serait fusionné, mais ils veulent pas. Ils veulent pas? Ouais. C'est qui ça, il? C'est à moi, ça? C'est le maire de la paroisse. Le maire de la paroisse. Qui veut pas. Ouais, c'est le maire de la paroisse qui veut pas. Bon, il a peur de perdre sa job. J'ai cru remarquer que M. Bouchard est présent. Je pourrais peut-être aller... Tu iras tantôt le chercher. C'est justement. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonjour, M. Bouchard. Bonsoir, mademoiselle. Si vous avez entendu ce que le monsieur a dit, qu'est-ce que vous auriez à répondre à cela? Ben, j'ai entendu ce que c'est qui s'est dit tout autour de moi. Disons que vous avez demandé, par exemple, si les gens s'assistaient aux réunions. Ben, disons qu'au niveau du conseil de paroisse, il y a beaucoup de gens qui assistent aux réunions, mais il n'y en a pas encore suffisamment. Les gens devraient assister plus aux réunions des conseils, soit du village ou de la paroisse, puis ils pourraient être plus au courant de l'administration. Après ça, mais ils pourraient voir exactement quelle est la valeur de leurs représentants qui vous ont élus. Là, assez souvent, les gars n'assistent pas, puis ils vont critiquer sur des questions qu'ils ont entendu dire, des oui-dire.
En ce qui concerne la fusion, ben, disons, il y a été question de la fusion municipale. Contrairement à ce que mon ami le chevin du village, M. Jean-Marie Harvey, a dit que c'était le maire de la paroisse qui ne voulait pas, puis que le conseil de la paroisse ne voulait pas se fusionner, c'est le contraire, parce que le conseil de la paroisse est d'accord. Il a présenté un ouvrage qui ça a coûté 500 pièces à la paroisse faire une étude sur la rentabilité de la fusion municipale. Et le rapport est là, puis on a offert des offres au village disant nos conditions pour se fusionner, parce que la fusion, c'est pas un mariage d'amour, la fusion, c'est un mariage de raison. Alors, il faudrait dans un mariage d'amour, ben, donc, quand le gars crève de faim ou que la fille est enceinte, on l'aime pareil, on marie comme ça. Mais un mariage de raison, ben, on regarde les finances des deux. Alors, la responsabilité des deux conseils, nous autres, c'est un mariage de raison. Alors, il y aurait des avantages, contrairement à ce que M. Contrairement à ce que M. Émile Girard disait tantôt, il disait tantôt, par exemple, qu'il y aurait des gros avantages financiers. L'avantage n'est pas là. Parce qu'au niveau de la finance, l'étude est faite, c'est que c'est démontré que ça coûterait plus cher à fusionner au point de vue administration. Mais cependant, il y aurait des grands avantages au niveau d'avoir seulement une municipalité, d'avoir seulement un maire, ça ôterait, par exemple, disons, des conflits de personnalité qui pourraient arriver, et qu'au niveau du comté, c'est que ça nous permettrait d'avoir une population de 4200 hommes environ. Alors, disons qu'on serait aussi imposant que Saint-Félicien, Robert-Jacques-Degbeau, et qu'à ce moment-là, ben, coudonc, ça nous donnerait plus de prestige. Et également, au niveau de point de vue fusion, par exemple, c'est que ça permettrait un jour, peut-être, à faire disparaître certaines rivalités qui existent entre le village et la paroisse. Mais seulement que si un jour, ça viendra certainement la fusion. Mais le dernier mot de la fusion, c'est les contribuables. Alors moi, j'ai été élu maire de Normandin, pas pour vendre Normandin ni la fusionner, j'ai été élu maire pour l'administrer. Et quand ça viendra le temps de la fusion municipale, je suis d'accord là-dessus. Puis à la minute que la population dira, ben coudonc, nous autres, on trouve avantage à fusionner, le lendemain matin, moi, je vais être prêt tout de suite s'il y a un accord avec le village. Alors, ce n'est pas vrai que vous avez peur de perdre votre emploi? Absolument pas. D'ouvrage en est en masse chez nous. Alors, c'est pas la question de mon ouvrage, mais disons que, par exemple, il y a une chose qui est importante, c'est que ça fait 11 ans que je suis maire de la paroisse Normandin. Les gens se m'ont fait confiance pour l'homme que j'étais, et je pense pas que m'en va les tromper rendu à 56 ans. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. Voilà, c'est tout ce que nous avions ce soir aux affaires municipales. L'émission a été réalisée grâce à Ghislaine Boivin et Martial Larouche à la caméra, ainsi que Gérard Pinchot à l'éclairage. Et moi-même, Muriel Pinchot, qui vous dit au revoir. Merci. Du monde, les 23 et 24 janvier dernier, SUCO nous avait délégué quelques personnes pour nous informer de leur action au tiers-monde. Dans les prochaines minutes, nous entendrons M. Gilles Anger, directeur régional du SUCO, ainsi que son épouse qui, après une expérience de 2 ans au Mali, nous feront part de leurs impressions. Il est à noter que nous vous présenterons un reportage de ce stage d'ici peu. Donc, nous sommes allés en Afrique, Ruth et moi, pour enseigner. On est parti après 1 mois après s'être mariés. Donc c'était notre voyage de noces qu'on intégrait dans une expérience humaine de 2 années. On enseignait au niveau secondaire dans un grand village de 10 000 habitants. Ce qu'on appelle grand village, c'est une grande agglomération où les techniques, où l'administration, où le divertissement est plutôt rare, où les services sont rares. Nous étions situés à peu près une 12aine de milles de la capitale, où on retrouvait tous les services administratifs, le divertissement, les ambassades, etc. Alors,
les Africains, d'une façon générale, du moins les Maliens, nous ont semblé très sympathiques. C'est évident qu'ils ont leur bon côté, ils ont leur mauvais côté, leur façon de vivre est très, très différente. Alors, si on pouvait parler un peu de l'organisation familiale, l'organisation sociale, ce serait peut-être intéressant. Alors, au point de vue social, il y a quand même la famille qui comprend le père, la mère et les enfants. Alors, là-bas, d'une façon générale, nous autres, on a remarqué que les couples ne se marient pas par amour, mais bien pour faire des enfants. Parce que là-bas, la famille, ça se trouve, avoir des enfants, ça représente la richesse. Ici, on compte sa richesse en fonction de la maison, de l'automobile, de la roulotte, du garage, et de la télévision en couleur, de la machine à laver. C'est être riche, c'est avoir tous ces services-là. Mais être riche, là-bas, c'est avoir plusieurs enfants. Plusieurs enfants, pourquoi? Parce que ici, on a l'assurance, on a on a le bien-être social, on a les rentes du Québec, on a les pensions de vieillesse, mais là-bas, il n'y a rien de tout ça qui existe. Alors, ce qui veut dire que quand on sera vieux, on ne sera plus capable de travailler. Bien, c'est les enfants qui vont nous faire vivre. Alors, plus on a d'enfants, mieux on vivra, parce qu'il y en aura plusieurs qui pourront nous fournir du travail nécessaire, c'est-à-dire l'argent nécessaire. La mère, face à ses enfants, est très affective, tant que l'enfant est petit, mais dès que l'enfant devient grand, on le laisse aller à ses propres armes, quoi. C'est-à-dire que c'est le grand frère ou c'est la grande sœur qui s'en occupe dès que l'enfant a 3 ans. La mère nourrit son enfant très vieux. Alors, ce qui veut dire que tant que l'enfant il est petit, il a une nourriture qui est très riche parce que c'est le lait maternel. Tout le monde sait que le lait maternel, c'est le lait qui a le plus riche, même les laits en poudre, les laits qu'on prescrit pour les bébés, il n'y a rien qui peut battre ça. Alors, l'enfant est très gras, il est très beau, il est très alléchant tant qu'il est au sein maternel. Mais à partir du moment où il lâche le sein maternel pour prendre le riz et le mil, alors là, il y a une décrépitude, une décroissance terrible au point de vue physique. Ce qui explique aussi la mortalité infantile qui est énorme, parce que entre le lait maternel et le mil et le riz, il y a tellement une rupture définitive qui se fait que la plupart des enfants, il y a un enfant sur 3 qui vont passer à travers ça. L'éducation, maintenant, ce serait quand même intéressant d'en parler parce que nous, on a œuvré dans ce domaine. Alors, c'est évident que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont la chance d'aller à l'école. Dans plusieurs pays d'Afrique, ils ont une tendance à vouloir obliger la scolarité pour tous les enfants jusqu'à la 6e année. Mais actuellement, l'Afrique connaît le système scolaire français, c'est-à-dire l'organisation scolaire telle qu'elle est conçue en France. Alors, ce qui veut dire que les Africains apprennent l'histoire et la géographie de la France avant d'apprendre l'histoire et la géographie de l'Afrique. Ils vont apprendre l'histoire des ancêtres les Gaulois, alors que les ancêtres les Gaulois, ben, ce sont les ancêtres français et non les ancêtres africains. Alors, il y a une espèce de décalage entre le système scolaire et puis les besoins de l'Afrique, parce que nécessairement, ils ne sont pas encadrés dans un système scolaire qui ne répond pas à leurs besoins directs. Et puis, on leur enseigne le français, on leur enseigne l'anglais, on leur enseigne les mathématiques, la physique, chimie, et puis finalement, ce n'est pas ce dont ils ont le plus besoin. Parce que ce qu'ils auraient le plus besoin, si on oblige les enfants à aller à l'école jusqu'à la 6e année, c'est avoir surtout des cours d'agriculture. Comment cultiver la terre, comment être efficace, comment engraisser la terre, comment travailler la terre, comment être plus efficace à la terre. Alors, ce qui arrive, c'est que les jeunes, dès qu'ils ont touché à l'école, même s'ils sont scolarisés seulement que de quelques années, 3 ou 4 ans, ils veulent difficilement retourner à la terre. Parce qu'ils ont quand même touché à autre chose. Ils se considèrent comme ayant franchi un stade supérieur. Ils ont laissé la terre derrière eux. D'ailleurs, l'enfant qui va à l'école, c'est pour ne pas retourner à la terre, c'est pour ne pas retourner à l'agriculture. Alors que là-bas, la seule richesse, c'est l'agriculture, malheureusement. Il n'y a presque pas d'industrie, ou du moins les industries qu'il y a, c'est pour la consommation locale, puis elle n'arrive pas nécessairement, dans certains domaines, à répondre à tous les besoins de la consommation locale. C'est-à-dire que s'il y a une industrie de cigarettes, ben, ils vont faire des cigarettes uniquement pour les fumeurs du Mali.
il n'y a pas d'exportation de cigarettes maliennes. Ou s'il y a une industrie de fabrique de coton, mais ils vont faire du coton pour les besoins du Mali, puis il n'y a pas d'exportation du coton à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le jeune, s'il a la chance de se retrouver dans l'industrie, ben là, il peut se considérer comme vraiment chanceux. Alors celui-là, qui a quelques années de scolarité, il ne veut pas retourner à la terre, puis il ne se placera pas nécessairement dans l'industrie. Alors il va aller quand même en ville, parce qu'il ne voudra pas retourner chez lui. Pour lui, ce serait se dégrader. Il a touché à l'éducation, il a touché à l'instruction. Alors nécessairement, il voulait aller à l'école pour ne pas retourner à la terre. Alors s'il retourne à la terre, pour lui, c'est comme se dégrader. C'est une question de mentalité. Alors nécessairement, là, il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont en ville, quelque peu scolarisés, et puis ensuite qui va augmenter le nombre des chômeurs, le nombre des parasites. Je dis ici parasites parce que ça aussi, c'est un des problèmes auxquels l'organisation familiale, l'organisation sociale fait face. Là-bas, l'hospitalité, c'est sacré. Des problèmes en Afrique, c'est de mentalité, d'organisation familiale et sociale, c'est évident qu'il y en a énormément. Tous les envisager, ce serait quand même très difficile. Mais il y a quand même une différence énorme qu'il faut faire en Afrique, c'est la ville et la brousse. En ville et en brousse, les gens n'ont pas du tout la même mentalité. En brousse, les gens sont restés beaucoup plus attachés à la terre, beaucoup plus attachés à la nature, beaucoup plus attachés au clan, à la famille. En ville, déjà, on sent une espèce de séparation qui se fait, de rupture qui se fait graduellement. Peut-être pas en mieux, parce qu'on retrouve en ville certains problèmes qu'on ne retrouve pas dans un clan, dans un village. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-bas en Afrique? Quand on va faire de l'enseignement, parfois on est un peu déçu de notre expérience. Parce qu'on se dit, dans le fond, je dis un peu, puis encore là, c'est discutable. Parce qu'on se dit, on a plus ou moins l'impression qu'on vient former la crasse de la société, les futurs parasites. Dans le sens que la crasse de la société, là-bas, c'est les fonctionnaires. Ce sont ceux qui travaillent dans la fonction publique, ce sont ceux qui sont instruits nécessairement. Et puis, les fonctionnaires, là-bas, ben, ce sont ceux qui ont un haut standard de vie, et puis nécessairement qui ont le pouvoir entre les mains. Alors, et puis, s'ils ne sont pas arrivés au terme de leur éducation, ce sera nécessairement les futurs parasites de ceux qui auront réussi. Alors, on se dit, ben, pourquoi il faudrait partir alors à ce moment-là si dans l'éducation, on a parfois l'impression qu'on va former les futurs parasites. C'est plus ou moins discutable. Il me semble que la base, l'essentiel des pays, du moins en Afrique, en Amérique du Sud, c'est peut-être un autre point de vue. Ailleurs, ce sera également quelque chose de différent. Remarquez que ça, c'est une opinion personnelle. C'est peut-être valable pour le Mali. Le Mali a un revenu per capita, c'est-à-dire par personne, par année, de 60 $, si on fait la population. Alors, ce qui veut dire que c'est un pays qui est très pauvre, qui n'a pas de possibilité à l'heure actuelle de déboucher sur la mer. Parce que tout ce qui existe comme moyen de transport, c'est pas tout aussi d'avoir des industries pour produire de l'aluminium. Il faut aussi avoir la possibilité de l'exporter. Il faut aussi avoir la possibilité de l'envoyer à l'extérieur. Si le Mali n'a pas cette possibilité-là, parce qu'il n'a pas de voie de communication, il y a le chemin de fer, encore le chemin de fer, c'est quand même assez boiteux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de navigation, du moins navigable 12 mois par année. Alors on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour nous, il nous a semblé que quand même l'agriculture était un des secteurs primordiaux. Peut-être que il n'y a vraiment pas de plan d'action, il n'y a vraiment pas il n'y a vraiment pas de plan précis de pensée et de fait pour l'agriculture. L'assistance technique au point de vue agricole est très, très, très minime. Dans le sens que les Africains en sont encore à bêcher la terre avec une petite pioche longue de même. Ils ne connaissent pas le tracteur et les bœufs.
Alors nécessairement, il nous a semblé à nous que c'était un des secteurs primordiaux, un des secteurs premiers sur lesquels il faudrait surtout travailler, l'agriculture, des techniciens d'agriculture, des tracteurs, de l'engrais, des trucs du genre. Il me semble que ça nous a semblé un des domaines primordiaux. C'est évident que n'importe qui ne peut pas s'improviser spécialiste en agriculture. Il y a l'éducation aussi sur laquelle on devrait œuvrer. Mais si l'éducation était orientée d'une façon différente, ben, peut-être que ça vaudrait le faire. Je vous ai communiqué quelques impressions très générales parce qu'on pourrait en discuter des heures et des heures sur les observations qu'on a faites, sur ce qu'on a découvert au point de vue social, économique, politique. Ce serait à penser, à réfléchir. C'est évident que tout ce que j'ai dit, c'est moi qui le pense. C'est peut-être pas nécessairement scientifique, c'est peut-être pas nécessairement... c'est très discutable. Alors, voilà. Je pense que pour des pays qui ont une moyenne d'espérance de vie qui ne dépasse pas, au Mali en tout cas, qui ne dépasse pas 27 ans, ces gens-là sont obsédés par la mort. Ils ont peur de mourir. Est-ce qu'on peut demander à des gens qui ont peur de mourir, même s'ils ont de quoi manger, est-ce qu'on peut demander à des gens qui ont peur de mourir de faire des progrès au point de vue technique? Comme nous autres, si on était préoccupés par la mort, on ne pense pas à la mort ici. Pourtant, on devrait y penser. La moyenne d'espérance de vie est rendue à 72 ans. Alors, ça ne nous préoccupe pas. On espère vivre tous jusqu'à 72 ans au moins. Donc, on peut produire, on n'est pas préoccupé par la mort. Donc, il y a un secteur où on a besoin de gens dans la coopération. C'est le secteur agricole pour produire des aliments qui ont une valeur nutritive. On a besoin d'infirmiers, on a besoin de médecins, et on a besoin d'ingénieurs, et on a besoin d'argent aussi pour ouvrir des voies de communication. Lorsqu'on aura produit, on va pouvoir transporter ces produits-là vers la main pour en faire le commerce. Donc voilà à peu près, je vous pose la question, quelle sera notre participation, votre participation en tant que membre de Jeunes du Monde? Il y a une semaine, une importante compétition de judo avait lieu à la ferme expérimentale. La télévision communautaire en rapporte les images suivantes. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue dans la salle à M. Frégon, le maire de la paroisse. Je pense que M. Miller, je pense que M. Bouchard est dans la salle aussi. Alors, ça fait plaisir de les saluer. Fait que, j'inviterai M. Bouchard à venir en avant, s'il vous plaît, la sonneur. Alors, ce que vous voyez ici, disons, c'est plus ou moins un aperçu d'une partie d'un cours. Après des réchauffements, les élèves se placent le dos du tapis et une certaine partie des autres pratiquent leur mouvement. Au commencement, les mouvements se font sans chute. On perfectionne le mouvement et au bout d'un certain temps, la chute est autorisée. Alors ici, un randonnée entre une ceinture jaune et une ceinture orange. Premier d'ange. Donc les élèves vont faire des chutes libres. Ici, deux jeunes débutants.
installer des compétiteurs puis avancer sur ceinture orange, ceinture verte, bleue, marron. Il n'est pas question de ces périodes de réchauffement avant les compétitions. Mais dans le cas de ceinture blanche ou jaune, disons que ce sont des débutants, alors on prend pas de chance, on peut dire on fait réchauffer les compétiteurs. Il fait derrière. Nous devons interrompre notre émission durant